Je suis Eleanor Brox. J'ai 70 ans et je vis dans un quartier tranquille du nord de Phoenix, où les matins sont secs et lumineux et où l'air embaume légèrement la poussière et les agrumes. Ce n'est pas la vie que j'avais imaginée dans ma jeunesse, mais c'est une vie que j'ai construite avec soin, patience et surtout dans le silence. Pendant 34 ans, j'ai travaillé comme responsable des archives financières dans une bibliothèque de recherche universitaire. Ce n'était pas un travail prestigieux. Pas de bureau d'angle, pas d'applaudissements. Mais c'était un travail honnête qui exigeait précision, discipline et discrétion. On me confiait des chiffres importants, des systèmes qui ne pouvaient tolérer la moindre erreur. J'ai appris très tôt que la stabilité ne se forge pas en prenant de grands risques, mais grâce à des milliers de petites décisions judicieuses prises au fil du temps. Mon mari, Raymond, l'avait bien compris. Ingénieur civil, il croyait davantage aux fondations qu'aux apparences. Nous avons acheté notre maison pendant une crise immobilière, nous l'avons rénovée petit à petit, nous avons remboursé notre prêt immobilier par anticipation et nous n'avons jamais vécu au-dessus de nos moyens. Lorsque Raymond est décédé subitement d'un AVC il y a 8 ans, je ne me suis pas effondrée. J'ai fait mon deuil en silence. J'ai classé les papiers. J'ai continué. C'est comme ça qu'on avait toujours survécu. Notre fils Caleb avait 28 ans quand son père est décédé. Il avait déjà refait sa vie, marié, un enfant à venir, ambitieux, infatigable. Je me disais que c'était normal, que la distance faisait partie de l'âge adulte. J'étais fière de lui, du moins je le croyais. De l'extérieur, ma vie paraissait simple. Je me levais tôt. Je marchais tous les matins avant que la chaleur ne devienne trop forte. Je cuisinais. Je lisais. Je faisais du bénévolat 2 fois par semaine dans un centre d'alphabétisation. Je gérais mes finances avec méticulosité, comme toujours. Je n'étais pas riche, mais j'étais en sécurité, à l'aise, indépendante. Caleb appelait 1 ou 2 fois par semaine, parfois pour prendre des nouvelles, parfois pour poser des questions qui, en apparence, semblaient pratiques. Comment sont tes comptes, maman? Tu as tout prévu au cas où? Tu as pensé à simplifier les choses en vieillissant? Je supposais que c'était de l'inquiétude. C'est le mot que j'utilisais pour la décrire. De l'inquiétude. Lors de leur visite, lui et sa femme Marissa ont fait des remarques sur ma bonne mine pour mon âge, sur le fait que je vivais encore seule, et sur le calme qui régnait dans la maison. Ces commentaires m'ont marqué plus longtemps qu'ils n'auraient dû, mais je les ai ignorés. Je ne voulais pas être le genre de mère qui s'imagine des insultes là où il n'y en a pas. Je croyais que mon fils était un homme bien. J'en étais convaincue parce que je l'avais élevé. Parce que je voulais croire que les sacrifices que Raymond et moi avions faits avaient compté, car l'alternative était trop difficile à envisager. À 70 ans, on apprend à apprécier la tranquillité. On n'irait pas chercher les ennuis. On suppose que si des problèmes se profilaient, on les sentirait venir. Je ne l'ai pas fait. Et ce fut ma première erreur. Les premiers signes étaient si discrets que je me suis presque sentie bête de les remarquer. Tout a commencé par des questions empreintes d'inquiétude. Caleb appelait le soir, généralement après le dîner, d'une voix fatiguée mais posée. Il s'enquérait de mes dépenses, de l'état de la maison, et de la possibilité de regrouper mes comptes pour me faciliter la vie plus tard. Il l'a dit plus tard, souvent avec désinvolture, comme si c'était un projet lointain et non quelque chose qu'il avait déjà prévu. Puis sont venues les demandes. La première était modeste. Caleb a expliqué qu'ils étaient à court d'argent ce mois-là à cause d'une dépense scolaire imprévue pour leur fils. J'ai transféré l'argent sans hésiter. C'est ce que font les mères. Quelques mois plus tard, il s'agissait d'un manque à gagner temporaire entre 2 contrats. Puis d'une franchise médicale non entièrement prise en charge par l'assurance. À chaque fois, le montant augmentait légèrement, jamais assez pour m'inquiéter, jamais présenté comme un prêt, toujours comme une aide ponctuelle. Je tenais des registres par habitude, non par suspicion, date, montant, notes griffonnées dans les marges de mon carnet. Soutien familial, aide d'urgence, à court terme. Marissa a aussi commencé à appeler plus souvent. Sa voix était chaleureuse, presque trop douce. Elle me demandait comment était ma tension, si je dormais bien, si la chaleur était trop forte. Elle a suggéré que Phoenix Summers pouvait être dangereux pour quelqu'un de mon âge. Peut-être serait-il plus prudent d'envisager une résidence pour personnes âgées à l'avenir, un endroit agréable et bien encadré. J'ai pris la chose à la légère. Je marchais 5 kilomètres tous les matins et m'occupais moi-même de mon jardin. Mais cette idée persistait,
comme une odeur diffuse, indéfinissable mais impossible à ignorer. Un après-midi, je suis rentrée des courses plus tôt que prévu. En ouvrant la porte, j'ai entendu la voix de Caleb depuis la cuisine. Il avait une clé d'il y a des années, quand Raymond était encore en vie et que les urgences semblaient encore hypothétiques. Il était au téléphone. Je suis restée immobile, les courses à la main, à écouter sans le vouloir. « Elle va bien maintenant, » dit-il. « Mais il faut s'organiser. Elle est têtue. Elle n'écoutera que si les choses sont déjà en marche. » Il y eut un silence. Puis il a poursuivi, moins cette fois. « Non, elle ne sait pas. Elle me fait confiance. » Mon cœur s'est mis à battre la chamade, non pas de peur, mais de confusion. Je suis entrée, laissant la porte claquer. Caleb s'est retourné, surpris, le téléphone déjà collé à l'oreille. Son sourire fut trop rapide. Je n'ai pas demandé à qui il parlait. Je n'ai pas demandé ce qu'il voulait dire. Je me suis dit que j'avais mal entendu, que le contexte arrangerait les choses, que l'amour ne présume pas le pire. Mais cette nuit-là, j'ai ressorti mes relevés et les ai examinés lentement. Les sommes n'étaient plus négligeables. En 4 ans, je leur avais donné plus de 40 000 $. Une partie, expliquée, une autre non. Je n'ai jamais été remboursée. J'ai mal dormi pour la première fois depuis des années. Pourtant, je n'ai rien dit. Parce que quand on aime quelqu'un, on attend des preuves avant de laisser le doute devenir vérité. Je ne me rendais simplement pas compte à quel point ces preuves étaient proches. Le message est arrivé un matin comme les autres. J'étais dans ma cuisine, attendant que la bouilloire bouille. La lumière du soleil traversait la pièce. Le comptoir aux lignes nettes et précises. Les matins à Phoenix sont ainsi, lumineux, francs, impitoyables. Mon téléphone vibra une fois sur la table. Le nom de Caleb apparut à l'écran. Je souris avant de le lire. Je m'attendais à une photo de mon petit-fils ou à un rappel pour le dîner, quelque chose de normal, quelque chose qui corresponde à l'image de ma vie à laquelle je m'accrochais. Au lieu de cela, les mots sur l'écran me semblèrent une main se refermer sur ma gorge. Ne compte pas sur moi pour prendre soin de toi quand je serai vieux. J'ai ma propre vie et ma propre famille. C'était tout. Pas de bonjour, pas d'explication, pas d'argument qui aurait pu justifier une telle cruauté. Juste une affirmation, sèche, définitive, comme s'il avait attendu le bon moment pour la prononcer et avait finalement décidé qu'il n'y avait aucune raison d'adoucir le coup. Je la relisais encore et encore. La bouilloire siffla, stridente et impatiente. Je l'éteignis et m'assis à table. Mes mains se crispèrent sur mon téléphone, comme s'il allait s'expliquer si je le serrais assez fort. Avais-je dit quelque chose de mal? Avais-je trop demandé? L'avais-je mis au pied du mur? J'ai relu nos derniers messages, cherchant un élément déclencheur. Il n'y en avait pas. 3 jours plus tôt, nous avions dîné ensemble. Il m'avait serré dans ses bras en partant, m'avait dit de me reposer, m'avait dit qu'il m'aimait. J'ai alors compris que ce message n'avait pas été écrit sous le coup de la colère. Il avait été écrit avec sincérité. La clarté de cette prise de conscience était plus douloureuse que les mots eux-mêmes. Je n'ai pas pleuré. Pas tout de suite. J'ai senti une sensation plus froide s'installer dans ma poitrine. Un calme, celui qui survient quand l'esprit cesse de lutter contre la réalité et l'accepte enfin. J'ai repensé à Raymond, à cette soirée d'il y a des années, où nous étions assis à cette même table à faire le point sur nos finances. Il m'avait regardé et m'avait dit « Si un jour quelqu'un te traite comme un fardeau, promets-moi que tu ne le supplieras pas de rester. » Je l'avais promis. J'ai tapé 2 lettres. Voilà. J'ai longuement fixé l'écran avant d'appuyer sur « Envoyer ». Une fois le message envoyé, impossible de revenir en arrière. Impossible de l'expliquer, impossible de l'adoucir. Juste une ligne tracée discrètement, sans drame. Mon téléphone est resté silencieux. J'ai fini mon thé. Je suis allé me promener. J'ai salué ma voisine d'un signe de la main. J'ai vécu le reste de la journée comme si de rien n'était. Mais quelque chose s'était passé. Ce message a balayé toutes les illusions que je protégeais. Il m'a révélé exactement comment mon fils me voyait. Non pas comme une mère, non pas comme un membre de ma famille, mais comme une obligation future qu'il rejetait déjà. Et s'il ne voulait pas assumer la responsabilité de prendre soin de moi, alors il ne recevrait pas non plus la récompense qu'il attendait en secret. Cet après-midi-là,
J'ai passé un coup de fil. J'ai pris rendez-vous avec un avocat et pour la première fois depuis la mort de Raymond, j'ai eu une certitude absolue quant à la voie à suivre. Le cabinet de l'avocate se trouvait dans un immeuble bas en grès, à la périphérie du centre-ville, loin des quartiers où mon fils et ses amis faisaient leurs affaires. Je l'ai choisi délibérément. Je voulais de la distance. Je voulais de la neutralité. Surtout, je voulais quelqu'un qui n'avait jamais serré la main de Caleb. Elle s'appelait Laura Bennett. Elle m'a écouté sans m'interrompre, son stylo traçant un mouvement régulier pendant que je parlais. Je n'ai rien dramatisé. Je n'ai pas pleuré. Je lui ai raconté exactement ce qui s'était passé. Ce que je possédais, la structure de mes comptes et ce à quoi mon fils avait accès. Quand j'eus terminé, elle me regarda longuement, puis posa une seule question. Que voulez-vous protéger? Pas qui, pas les sentiments, pas les relations. Protéger mon autonomie, dis-je. Et le travail que mon mari et moi avons bâti toute une vie. Elle acquiesça. Alors, nous devons agir avant que quiconque ne le fasse. C'est là que j'ai compris à quel point j'étais vulnérable. Des années auparavant, après l'alerte à l'AVC de Raymond, j'avais ajouté Caleb comme signataire de convenance sur un compte. Cela semblait judicieux à l'époque, inoffensif. Laura m'expliqua comment ces petits gestes se transformaient souvent en moyens de pression, comment l'accès devenait une attente, et comment l'attente se muait en droit. Puis elle me montra quelque chose qui me glaça le sang. Caleb avait utilisé mon nom comme référence financière à plusieurs reprises, pas illégalement, pas encore, mais stratégiquement, comme preuve de son soutien futur, pour assurer les prêteurs qui supposaient qu'une mère dévouée interviendrait toujours. Je me suis sentie bête, puis en colère. Nous avons agi rapidement. Laura a élaboré un plan qui fermait toutes les portes que j'avais laissées ouvertes. Sans m'en rendre compte. Une fiducie entre vifs, des transferts d'actifs, la révocation de l'accès partagé, de nouveaux comptes dans une autre banque, des évaluations médicales indépendantes pour attester de ma capacité avant que quiconque puisse la remettre en question. Ça va s'aggraver, dit-elle calmement. Les gens réagissent mal lorsqu'ils perdent le contrôle qu'ils pensaient déjà avoir. Je sais, répondis-je. C'est pourquoi je le fais maintenant. Au moment où je quittais son bureau, les documents étaient déjà en cours de traitement, les formulaires remplis, les échéances fixées, rien de précipité, mais rien de retardé non plus. J'éprouvais un étrange mélange de soulagement et d'appréhension, comme poser le pied sur la terre ferme tout en sachant que quelqu'un derrière moi s'enfuit déjà. J'ai clôturé le compte joint cet après-midi-là. Le directeur de la banque m'a demandé si j'étais sûre. J'ai dit oui, j'étais sérieuse. Ce soir-là, assise seule à ma table de cuisine, j'ai signé encore et encore. Non pas en tant que mère, non pas en tant que veuve, mais en tant que personne reprenant le contrôle de sa propre vie. Je savais que Caleb le remarquerait. Je savais qu'il ne comprendrait pas cela comme de l'autoprotection. Il le verrait comme une trahison. Et je savais aussi que lorsqu'il le ferait, il vient me chercher. La seule question qui restait était de savoir jusqu'où il était prêt à aller. Il est venu 3 jours plus tard. J'étais dans le jardin en train de tailler la sauge du désert quand j'ai entendu la voiture s'arrêter brusquement. Les pneus ont craqué contre le trottoir. Une portière a claqué si fort que les vitres ont tremblé. Je n'ai pas eu besoin de me retourner pour savoir qui c'était. Mon corps a reconnu le rythme avant même que mon esprit ne réalise. Caleb n'a pas frappé. Il a poussé le portail latéral comme quelqu'un qui pensait que l'espace lui appartenait déjà. Son visage était rouge, sa mâchoire serrée, ses mouvements saccadés, empreints d'une fureur à peine contenue. « Qu'est-ce que tu as fait ?» a-t-il exigé. J'ai posé mes cisailles avec précaution, lentement, délibérément. Je me suis tournée vers lui. « Baisse la voix, ai-je dit. Les voisins peuvent entendre. »« Je me fiche des voisins, » a-t-il rétorqué. « Je viens de passer 1 heure au téléphone avec la banque. Je n'ai plus accès à mes comptes. Tes comptes sont vidés. Tu ne m'as même rien dit. » C'est exact. Il m'a dévisagé comme si je parlais une langue étrangère. « Tu ne peux pas faire ça dans mon dos. »« Non, » ai-je répondu d'un ton égal. « Je l'ai fait devant mon avocat. » Il resta silencieux un instant, puis il rit. Un petit rire incrédule, dénué de toute ironie. « C'est ridicule, » dit-il. « Tu exagères. Tu fais toujours ça quand tu es émotive. » J'ai senti quelque chose changer en moi. Une porte se referme doucement.
Je ne suis pas émotive, dis-je. Je réponds à quoi? Demanda-t-il en réponse à un simple SMS. Oui, répondis-je à un SMS sincère. Son regard s'assombrit. Je t'ai dit que j'étais stressée. Et je t'ai dit que ça allait. Ce n'était pas une réponse. C'était la seule qui comptait. Il s'approcha, envahissant mon espace, sa voix baissant. Cet argent ne t'appartient pas seulement. Papa a travaillé pour le gagner. Il aurait voulu qu'il aide sa famille. Il a aidé sa famille, dis-je, pendant des décennies. Et maintenant, il n'est plus là. Ce qui reste est à moi. Tu es égoïste, dit-il. Tu le thésaurises. Tu n'en as même pas besoin. Voilà. Pas de sollicitude, pas d'amour, du calcul. Je soutins son regard. Tu as raison. Je n'en ai pas besoin, et c'est précisément pour ça que je décide où il va. Son expression changea alors. La colère laissa place à la panique. Tu fais une erreur, dit-il. Si tu verrouilles si tout se complique, je ne pourrai pas t'aider quand tu en auras vraiment besoin. J'ai failli rire. Tu m'as déjà dit que tu ne le ferais pas, ai-je dit doucement. Je t'ai cru. Ses mains se sont crispées en poing. Je suis ton fils. Tu ne peux pas simplement me rejeter. Je ne t'ai pas rejeté, ai-je répondu. Tu as pris tes distances. Il secoua la tête, respirant difficilement. Ce n'est pas fini. Je sais, dis-je, mais ici, c'est terminé. Je pris mes ciseaux et me remis à mon travail. Quand je relevai les yeux, il avait disparu. Cette nuit-là, je verrouillai toutes les portes, non pas par peur, mais parce que je comprenais enfin qui il était prêt à devenir. Le silence qui suivit fut pire que les cris. Pendant 2 jours, Caleb ne donna aucun appel. Pas de message, pas d'excuses, pas d'explication. Je savais qu'il ne fallait pas confondre cela avec de l'acceptation. Le silence était sa façon de se recentrer, de choisir la stratégie qui lui donnerait l'avantage. Le 3e jour, Marissa appela. Sa voix était douce, presque tendre, comme si elle parlait à un enfant effrayé. Elle me demanda comment j'allais, si la chaleur me gênait, si j'avais bien dormi. Elle dit qu'elle et Caleb étaient inquiets. Elle dit qu'ils voulaient simplement s'assurer que j'étais en sécurité. Je l'ai remercié, et lui ai dit que j'allais bien. C'est alors que le ton a changé. Elle a mentionné, d'un ton désinvolte, que les personnes de mon âge étaient parfois exploitées. Que le stress pouvait engendrer de la confusion, que des changements juridiques soudains pouvaient paraître inquiétants aux yeux de personnes extérieures, comme des médecins ou des juges. J'ai raccroché sans répondre. Le soir même, Laura m'a appelé. Sa voix était calme mais directe. Ils ont contacté mon cabinet, a-t-elle dit. Ils m'ont demandé si je vous représentais parce que vous étiez confuse ou sous pression. J'ai senti une angoisse m'envahir. Et qu'avez-vous répondu? J'ai repassé en boucle des souvenirs que j'avais ignores pendant des ans, des conversations qui s'enaient désormais comme des répétitions, des questions qui en avant jamais vraiment concernent mon bien-être. Just avant l'aube, un souvenir m'est revenu. Des ans auparavant, après la mort de Raymond, Caleb avait insisté pour m'aider à arranger mes dossiers. À l'époque, j'ai lui en avais été reconnaissant. Le duel nous pousse à rechercher des repères familiers. Je suis allé au placard du couloir et j'ai sorti la ville boîte d'arrangement où j'ai conservé des documents que j'ai consulté rarement. Au fond, sous les déclarations d'imports et les polices d'assurance, se trouvait un fin dossier dont j'ai me souvenir par avoir fait. À l'intérieur, des copies d'emails. Des emails échanges entre Caleb et un conseiller juridique, that ant d'Illinois y descends, bien avant les SMS, bien avant les disputes. Illinois était renseigné sur les solutions possibles face au refus de coopération des parents, sur les délais, sur le contrôle. One phrase me glaci le sang. It si el devient difficile. Assise parte, le soleil levant inondant le couloir, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Si en était pas de la peur. C'était de la lucidité. J'ai parcouru chaque document du regard. J'ai les missi en lucer et j'ai envoyé des copies à Laura avant même que la journée n'y commence. À midi, elle m'a rappelé. Si a changed tout, a-t-il dit.
Ils préparent ca bien avant que tu ne réagisses. Je regarde autour de moi, dans ma maison silencieuse, l'endroit que j'avais protégé, l'endroit où ils pensaient pouvoir m'y prendre. Alice je me contenterai pas de me défendre. Je dit. Je serai prête. Et pour la première fois depuis le début, je réagis plus. Je me préparais à y finer. La salle d'audience était plus froide que je l'avais imagine. Pas seulement la température, mais l'atmosphère. Freud qui efface toute émotion at any lace que les fais. Je suis arrivé en avance, vêtu simplement, les cheveux bien coiffés, le dos droit. Laura était assise à côté de moi, comme it préparé, pais dossier posé à la table entre nous. Caleb est arrivé 10 minutes plus tard avec Marissa et leur avocat. Illinois n'aimait pas regarder, pas one seule fois. Marissa aimait brièvement regarder, le regard piquant, comme ça il calculate encore si j'allais craquer à dernier moment. J'n'arrive pas craque. Leur avocat commence par brosser un tableau familier. One vue vieillissante, récemment marqué par des émotions fortes. Détresse, décisions financières soudaines. Fils inquiète pour le bien-être de sa mère. Illinois parlait avec aisance et assurance, comme si l'inquiétude elle seule suffisait à prouver quoi que ce soit. Quand ce fut à tour de Laura, elle se lèverait fit quelque chose d'inattendu. Elle parla très peu. Elle presenta d'abord l'évaluation médicale indépendante. La médecine témoigne clairement et sans hésitation. Fonction cognitive intacte. Mémoire supérieure à la moyenne pour l'âge. Aucun signe de confusion, de déficience ou d'influence indue. J'ai répondu aux auxiliary questions calmement, précisement, sans contradiction. Puis Laura presenta les documents, les relieves financiers, la chronologie, les comptes cloches, les documents relatifs à la fiducie. Chaque étape documentée, attestée et par moi seul. Sans pression, sans urgence, sans irrégularité. L'avocat de Caleb se remua à son siège. Et puis Laura presenta les courriels. L'atmosphère changea. Le nom du consultant apparut à l'écran, les dates, les questions que Caleb avait posées des auparavant. Hypothetics, les avait Illinois qualifiés, préparatoires, stratégiques. Illinois innovate par réagir à mes décisions. Illinois attendait one résistance. Le juge se pencha en avant. Monsieur Brooks, Dylan fixant mon fils droit dans les yeux. Avez-vous envoyé CS messages? Le visage de Caleb se décomposa. Son avocat parla rapidement, tentant de les présenter comme des questions exploratoires, des malentendus, des messages sortis de leur contexte. Mais les mots étaient là, clairs, horridates. Et si elle devient difficile? La voix de la juge se durcit. Illinois apparaît à ce tribunal QMME Brooks AGI non par confusion, mais par instinct de survie. Elle se tourna vers moi. MME Brooks, comprenez-vous les décisions que vous avez prises et leurs conséquences? OUI, votre hanya. Avez-vous été contrainte, forcé ou manipulé pour les prendre? Non. Souhaitez-vous changer quoi que ce soit maintenant? Non. Elle hocha la tête une fois, d'un décide. Requite regiti. Le grill frappa le boys avec un brute qui résonna plus long temps tu Illinois n'aurait dû. Alice que nous levines pour parta. Caleb finit par me regarder. Ses etient plus en colère. Il s'y tient vides. Quelque chose en lui était effondré sous le poids de regard des autres. Dans le couloir Illinois fit une par vers moi, se voit tu en avers par besoin de me détruire. J. Croix son regard, fixe et inébranlable. J. Ndai par de trut, I. dit. J. S'est me sacrifier pour protéger l'image de toi en lequel J. voulait croire. Laura pose one main mon bras et me guide. Dehors, le soleil de l'Arizona était aveuglant, éclatant, impitoyable. Et pour la première fois depuis des mois, J. me suis senti plus léger en marchant, car la vérité en était plus infouie et j'étais enfin libre d'avancer. Les semaines qui ont suivi l'audience furent calmes,
Non par ce calm inquietant qui en once le prochain coup d'œil, mais celui qui est installé après le passage de l'orage. J'ai repris mes habitudes, promenades matinales avant la chaleur, the pres de la fenêtre, livre soigneusement ranges sur la table. Pour la première fois depuis longtemps, mes pensées m'appartenaient. J'ai finalisé les derniers transferts avec Laura. La fiducie était constituée. Le patrimoine que Raymond et moi avions bâti pendant des décennies n'était plus soumis à aucune pression. J'ai choisi avec soignet intention sa destination. UN fonds de bourses pour les étudiants qui travaillent tout en étudiant, one communauté. One clinique qui déservait les familles n'ayant par les moyens de se faire soigner. UN programme d'alphabétisation qui me rappelle pourquoi j'avais tenté mon travail. J'enari par fait silla pour punir mon fils. J'ai les fait pour honorer les valeurs qui avant fecon ma vie. Caleb me plus jamais contacté. Marissa non plus. J'ai appris par des connaissances communes qu'ils traversant one période difficile. Indebtement, pression, one vie sans filet de sécurité. One vie qui attendait patiemment en décis. Cette nouvelle me apporte aucune satisfaction. Seulement de la tristesse. Pas pour l'argent. Pour les ans perdus à jamais. Le chagrin disparaît par avec la victoire. Illinois se transforme. Je regrette le soleil que j'ai croyais savoir fait lever. J'ai pleure l'avenir que j'avais imagine. Mais le chagrin dicté plus mes décisions. Illinois coexistait simplement avec ma paix intérieure. J'ai rempli mes journeys de personnes qui me traitaient d'égal à égal, d'aimes qui m'écoutaient sans arrière-pensée, de voisins qui venaient frapper à ma porte pour prendre de mes nouvelles. J'ai me suis inscrit à UN Cowas d'arrêt, surprise, j'ai pris plaisir. J'ai fait plus de bénévolat. J'ai davantage. J'ai enfin dormi. UN soir, eu couché du soleil et les que la température baissait et que le désert se rafraîchissait. J'ai me suis assis sur ma veranda et j'ai réalisé quelque chose de profondément profond. J'ai été par soul. J'étais libre. Ce message, celui qui avait brise mon illusion, m'avait offert quelque chose dont j'ai ignoré avoir besoin, la permission de me choisir. La permission de renier plus confondre obligation et amour. La permission de bâtir UN heritage fond sur la dignité plus tard que sur la culpabilité. Si Caleb vient UN dormi voir en tout sincérité, sans excuses ni exigences. Ma porte sert à ouverte la conversation, non à l'argent, non à contrôle, mais uniquement à respect. D'ici là, ma vie est comblée. Et c'est la fin que j'ai choisi. 5 leçons essentielles à tirer de cette histoire. Premièrement, elle mort en exige par un sacrifice de soi sans limites. Aimer quelqu'un devrait jamais signifier s'effacer. Lorsqu'elle mort exige le silence, l'obéissance ou l'abandon de sa dignité, Illinois cesse d'être de l'amour et devient du contrôle. Deuxièmement, les limites sont pas de la cruauté. Elles sont de la clarté. Fixer des limites n'est pas une punition. C'est affirmer clairement qu'elle en accepte qu'elle en refuse. Les limites protègent les relations saines et révèlent les relations toxiques. Troisièmement, one famille sans respect devient. Le droit à quiz. Les liens du sang justifiant par l'accès à votre vie, à votre argent ou à votre avenir. Lorsque le respect disparaît, même les liens familiaux doivent être réévalués. Quatrièmement, la violence peut être une force lorsqu'elle est choisie consciemment. Vous ne devez pas d'explications à ceux qui ont déjà décidé de vous mal comprendre. Parfois, la réponse la plus forte est une action calme et ferme. Cinquièmement, votre héritage se définit par vos valeurs, et non par ceux qui héritent de votre argent. Ce qui perdue vraiment, ce n'est pas la richesse léguée à ceux qui y croient, mais l'impact créé par l'intention, l'intégrité et le sens du devoir. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à aimer et à partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Quelle leçon avez-vous tiré de cette histoire? Et de quelle ville regardez-vous?
Vos commentaires comptent. Votre voix compte.